il y a un secret enfoui sous les herbes des plaines de la Beauce. Un secret si vil, si corrosif pour les illusions fragiles de la science moderne que chaque institution vouée à la vérité et à la connaissance a refusé d'y toucher depuis près de 150 ans. Dès que vous l'entendrez, vous ne dormirez plus de la même façon. Car ce n'est pas seulement une histoire à propos de 4 frères qui ont refusé de mourir. C'est un plan pour ce qui se passe quand la foi humaine entre en collision avec quelque chose de bien plus ancien, de bien plus vorace que n'importe quel dieu, inventé par les hommes dans leurs livres saints. Si vous écoutez maintenant, vous écoutez à vos propres risques. Je ne suis pas là pour vous divertir. Je suis là pour vous tirer par la gorge dans un tunnel de souvenirs interdits. Pour vous montrer les frères Bois-Noirs pour ce qu'ils étaient vraiment, la preuve inexplorée, inavouée, que l'humanité n'est qu'un voile fin éloigné de quelque chose d'inhumain. Cela commence dans la chaleur étouffante de juillet 1878. Crête du Cèdre, Beauce. Un point anonyme de blé balayé par le vent et de rêves calcinés. Un endroit si petit que la mort elle-même devait frapper 2 fois pour être remarquée. La fièvre a commencé comme une rumeur. Une femme en bonne santé à l'aube, morte à minuit, les mains de son mari encore chaudes de son dernier souffle, quand le 2e cas s'est déclaré plus loin sur la route. Une peste, murmurait-il, ou une punition. Et pourtant, à l'extrémité de ces champs de blé en feu, 4 hommes marchaient pieds nus dans la poussière, intacts par la pestilence, dévorant leurs voisins de l'intérieur. Émile, Clément, Julien, Armand, les frères Bois-Noirs. Leur ferme se dressait silencieuse et florissante, tandis que chaque porte à Crête du Cèdre se fermait dans la terreur. Pourquoi la fièvre ne les a-t-elle pas pris? Pourquoi s'est-elle enroulée autour de leurs poteaux de clôture? A-t-elle escaladé les murs de leur chapelle, goûté leur sol, puis s'est-elle glissée de nouveau dans le village pour festoyer ailleurs? L'explication officielle? Aucune. Ni alors, ni maintenant. Le Conseil médical de l'État français a scellé les dossiers. Les anciens de l'Église luthérienne ont effacé le nom de famille de chaque registre paroissial. Pas de pierre tombale, pas d'autopsie, pas de photographie qui n'ait été discrètement confisquée des décennies plus tard par des hommes qui ne parlaient qu'en menaces et en silence. Mais les histoires suintent comme du sang à travers un tissu. Et les histoires disent ceci: l'immunité avait un coût. Le prix était si grotesque, si écœurant pour l'âme que 3 médecins qui en ont été témoins ont refusé de l'écrire. La science, disait-il, a des limites. Tout ne peut pas être publié. Certaines connaissances sont du poison, et les Bois-Noirs l'ont avalé de leur plein gré. Ce soir, vous et moi allons tirer ce poison à la lumière. Je veux que vous le sentiez couler dans vos veines, parce qu'une fois que vous entendrez cela, vous comprendrez pourquoi certaines familles disparaissent des recensements, et pourquoi la foi seule ne peut pas garder l'obscurité à distance. Cela a commencé quand Julien Bois-Noir s'est agenouillé au chevet d'un garçon mourant et a osé prononcer une prière qu'aucun homme saint d'esprit n'aurait jamais dite. Il n'a pas supplié Dieu pour la miséricorde, il n'a pas demandé que la peste les épargne. Il l'a invité à entrer, l'a prié de les tester, de les transfigurer si nécessaire. Et c'est exactement ce qu'elle a fait. À partir de ce moment, les frères n'étaient plus vraiment humains. Les voisins murmuraient qu'ils ne projetaient pas d'ombre réelle au clair de lune hivernale. Leur voix se divisait en harmoniques qui saignaient des oreilles de quiconque s'approchait trop des murs de leur ferme. En décembre, les enfants juraient que les yeux des Bois-Noirs réfléchissaient à la lumière des torches comme ceux des loups à la lisière des bois. La science appelle cela de l'hystérie. Les historiens locaux appellent cela un mythe. Mais si c'est un mythe, pourquoi les archives d'État gardent-elles ces boîtes scellées derrière des grilles de fer? Pourquoi le ministère de la Santé refuse-t-il chaque demande d'accès aux documents sur Crête du Cèdre? Parce qu'il y a quelque chose dans ces dossiers qu'ils ne peuvent pas se permettre que vous voyiez, un aperçu de la ligne qui vous garde au chaud la nuit, en vous faisant croire que vous êtes au sommet de la pyramide de la nature. Les frères Bois-Noirs ont franchi cette ligne, et ce soir vous la franchissez avec eux. Mais avant de le faire, arrêtez-vous. Regardez autour de vous, les murs, les écrans, les verrous sur vos portes. Rien de tout cela ne vous protégera de ce que vous êtes sur le point d'apprendre, parce que ce n'est pas seulement de l'histoire, c'est une contagion. Une fois qu'elle touche votre esprit, elle se propage. Revenons à ce juillet calciné quand Crête du Cèdre agonisait sous un soleil qui cuisinait les secrets hors du sol. 4 frères en chemise de lin et aux yeux solennels marchant dans leurs champs, tandis que les voisins clouaient leurs fenêtres et murmuraient des prières auxquelles ils ne croyaient plus guère. Ils n'étaient pas immunisés par accident. Ils n'étaient pas protégés par Dieu. Ils devenaient autre chose. Et dans l'heure qui vient, vous le deviendrez aussi. Imaginez Crête du Cèdre cet été-là, 300 âmes éparpillées sur un océan de blé, chaque tige murmurant des secrets quand le vent tournait juste comme il faut. Au moment où le 15e corps se raidissait sous un drap humide, le village savait que la fièvre n'était pas naturelle. Elle se déplaçait avec intention, sautant certaines familles entièrement tandis qu'elle vidait d'autres du jour au lendemain. Les enfants mouraient avant l'aube, pendant que leur père buvait l'eau du puits par gallons sans jamais sentir un frisson. Le bon docteur Moreau griffonnait des notes à la lueur d'une bougie, les pages se recroquevillant de sueur, tandis qu'il essayait de cartographier l'impossible.
Aucun schéma n'avait de sens sauf cette vérité que personne n'osait dire à voix haute. La ferme des Bois Noirs se dressait intacte, une île verte dans un désert de pourriture. Une nuit, Moreau partit à cheval. Il n'en parla pas à sa femme. Il n'en parla pas au pasteur qui passait plus de temps à enterrer les morts qu'à sauver les vivants. Il monta simplement sur son cheval, un vieux hongre émacié qui semblait reculer aux seules mentions de ses 4 hommes, et le laissa trouver le chemin à travers l'herbe haute jusqu'aux genoux. On dit que les plaines sont plates, mais la nuit elles roulent comme une mer agitée. Le vent porte des voix ou vous trompe en vous faisant croire qu'il le fait. Des berceuses solitaires dans les peupliers, le grincement d'une porte de grange à un demi-kilomètre, le murmure de votre propre nom de lèvres qui ne sont pas vraiment là. Quand Moreau a franchi la dernière colline, il a vu la chapelle des Bois Noirs, sans lanterne, sans feu aux fenêtres, juste un éclat de lune accrochant les murs de calcaire. Il attacha le cheval à un poteau de clôture et marcha le reste du chemin, ses bottes silencieuses dans la terre sèche. Il les trouva à l'intérieur, tous les 4 frères à genoux devant l'autel, les visages cachés dans le creux de leurs coudes, marmonnant des mots qui ne résonnaient pas comme des mots devraient le faire dans une chapelle de pierre. Moreau se tint là, chapeau en main, gorge irritée par la poussière, essayant de comprendre ce qu'il entendait. Les frères ne priaient pas pour le village. Ils ne priaient pas pour la miséricorde. Ils négociaient, marchandant dans une langue qui égratignait la santé mentale de Moreau. Des syllabes plus anciennes que le latin que Julien utilisait pour étudier les Écritures. Leurs voix se mélangeaient, harmonisant sur des notes qui n'avaient pas leur place dans un chœur. Et quand ils levèrent la tête, Moreau le vit, les yeux. Aucun iris humain ne reflète la lumière d'une bougie comme cela. Des flaques plates d'argent lunaire, des pupilles si larges qu'elles avalaient la faible chaleur restante dans la pièce. Émile parla le premier, sa voix sèche comme du vieux papier. Il remercia le docteur d'être venu comme si Moreau n'avait pas approché furtivement comme un voleur sur le sol de Dieu. Puis il dit quelque chose qui brisa la foi de Moreau en deux. « Il n'y a pas de maladie sur notre terre, docteur, parce qu'il n'y a plus de chair ici à revendiquer. » Il s'y était à préparer, expliqua Émile. Préparé depuis la nuit où Julien était revenu du chevet du fils du forgeron, la peau chaude de fièvre et les yeux tachetés d'or comme le soleil à travers l'eau d'une rivière. Ils avaient lu les signes dans le livre, mais le livre n'avait pas dit toute la vérité. Alors ils avaient écrit de nouvelles écritures avec leurs os. La peste n'était pas une punition pour le péché, c'était une invitation, un test de foi, non pas à endurer mais à dévorer. Derrière eux, sur l'autel, reposaient 4 objets. Un bol d'eau de puits, noir avec quelque chose qui scintillait comme de l'huile. Une bande de foie de veau, crue et tremblante comme si elle se souvenait encore du battement de cœur de l'animal. Un livre relié en peau d'agneau, ses pages grouillant de symboles écrits à la main qu'aucun ministre chrétien n'avait jamais enseigné, et un petit pic de fer noirci par la suie. Julien se tourna vers Moreau, souriant si doucement que cela faillit briser la résolution du docteur de fuir. Il demanda si Moreau voulait voir à quoi ressemblait vraiment la foi, et le docteur, tremblant, désespéré, avide de réponses qui pourraient sauver son peuple, hocha la tête. Ce qui se passa ensuite ne figura jamais dans aucun rapport officiel. Moreau le raconta une fois, ivre et pleurant, au croque-mort du village, qu'il écrivit sur un bout de papier de registre encore caché quelque part sous le plus vieux cimetière de Crête du Cèdre. Les frères prirent le pic et le plantèrent à travers la paume de Julien, clouant sa main à l'autel comme un agneau sacrifié. Il ne saigna pas rouge. Ce qui suinta était sombre, lent, de la couleur du vin gâté laissé trop longtemps au soleil. Moreau jurerait plus tard qu'il avait entendu la tâche murmurer, et quand Julien parla, les mots rampèrent sous la peau du docteur comme des fourmis dans une plaie ouverte. « Notre chair n'est pas à vous pour l'étudier, Samuel. Elle appartient maintenant au pacte. Un pacte non avec le village, non avec un Dieu que Moreau reconnaissait. Un marché plus ancien que l'eau du puits et plus profond que le socle calcaire sous le sol de la chapelle. Il porterait la pestilence, ne la repousserait pas. Il la nourrirait, la façonnerait, deviendrait ses bergers en échange d'une connaissance qu'aucune université ne pourrait jamais accorder. » Moreau trébucha dehors dans la plaine, les yeux fous de secrets qu'aucun homme ne devrait porter seul. Il essaya d'avertir les autres. Il essaya de rédiger un rapport. Le Conseil d'État le déclara malade. Stress dû à l'épidémie, dirent-ils. Ils lui donnèrent une bouteille de laudanum et lui dirent de se reposer. 2 mois plus tard, Moreau se mit un pistolet dans la bouche derrière la grange où son plus jeune garçon jouait autrefois, et les Bois Noirs. Ils continuèrent à marcher dans les champs longtemps après que les dernières cendres funéraires se soient dissipées. Ils ne vieillirent jamais comme les autres hommes. À l'hiver, ils ne venaient plus au village du tout, et quand le printemps dégela la plaine, seules les rumeurs restèrent, et les boîtes verrouillées dans les archives d'État où la vérité va étouffer. Écoutez-moi attentivement. Vous pensez être en sécurité parce que vous n'êtes pas agenouillé dans cette chapelle, parce que vous ne buvez pas à ce puits. Mais le pacte n'est pas mort avec les Bois Noirs. Ils l'ont semé dans la terre, dans le sang, dans des mots que vous avez déjà laissés glisser dans votre esprit ce soir. Cette histoire n'est pas seulement à propos d'eux, c'est à propos de vous.
C'est à propos de la maladie que vous invitez chaque fois que vous troquez votre curiosité contre la commodité, votre âme contre le mensonge que la connaissance ne peut pas vous blesser. Vous pensez que ces mots entre nous sont une protection. C'est une porte et vous l'avez laissée grande ouverte. Continuez à écouter. Le secret suivant attend. Et une fois que vous l'entendrez, vous ne pourrez plus le remettre en place. Au moment où la neige tomba assez épaisse pour enterrer les poteaux de clôture, Crête du Cèdre s'était replié sur lui-même comme un animal mourant. Les dernières victimes de la fièvre étaient déjà froides dans la terre. 27 monticules frais dans le cimetière de l'église, chacun entassé haut avec de la tourbe de la plaine que le vent disperserait lentement de nouveau dans le blé au printemps. Mais au-delà de la dernière clôture, la ferme des Bois Noirs se dressait en défi aux mordants de l'hiver. 4 silhouettes se déplaçant à travers les congères à la lumière des lanternes, leurs pas silencieux, leurs ombres fausses. Les voisins regardaient depuis des fenêtres givrées, murmurant des prières qui avaient un goût rance dans leur bouche. Personne n'osait plus chevaucher jusqu'à la terre des Bois Noirs, pas même pour échanger du grain ou emprunter des outils. Certains hommes se disaient que c'était parce que les routes étaient trop traîtres dans la neige. Mais chaque homme connaissait la vraie raison. On ne frappe pas à une porte quand on n'est pas sûr que la chose derrière puisse encore être appelée un homme. Les histoires fuyaient, comme l'eau d'une crique dégelée sous les portes verrouillées. Émile fut vu par un bouvier nommé Thierry Roux, debout jusqu'aux genoux dans un étang gelé à minuit, torse nu, les yeux réfléchissant la lumière de la lanterne comme ceux d'un lynx. Il ne frissonnait pas, ne parlait pas, se tenait simplement là avec les paumes pressées contre la peau de l'eau, jusqu'à ce que la glace autour de lui craque comme un coup de fusil. Pourtant, il ne coula pas. Armand, le plus jeune, fut aperçu dans les bois derrière l'ancienne ferme Zimmermann, agenouillé dans la neige, murmurant à quelque chose qui se déplaçait entre les troncs à 4 pattes. Le vieux Henri Zimmermann était mort depuis longtemps. Mais certaines nuits, disait-il, si vous vous teniez vraiment silencieux près des peupliers, vous pouviez entendre une voix comme la sienne résonner en retour, sauf qu'elle n'était plus en allemand. Ce n'était aucune langue que les hommes étaient censés parler. À l'intérieur de leur ferme, ils créaient de nouvelles écritures. La bibliothèque de Julien était devenue étrange. Les vieilles Bibles étaient encore sur les étagères, mais coincées entre elles se trouvaient des volumes que personne à Crête du Cèdre n'aurait osé ouvrir, des traités de mystiques oubliés, des pages reliées en peau d'animal cousu, des notes marginales en symboles qui faisaient tressaillir l'œil et reculer l'esprit. Julien écrivait tard dans la nuit, les plumes grattant comme les pattes d'un insecte sur du parchemin. Ce qu'il écrivait ne ressemblait plus à des sermons ou des paraboles. Cela ressemblait à des instructions, des rituels, des codes pour façonner la chair et la foi en quelque chose qui pouvait se tenir là où les hommes tombaient. Les frères Bois Noirs avaient trouvé ce qu'ils étaient venus chercher à l'ouest, mais ce n'était pas le salut, c'était la transformation, et la plaine autour d'eux le sentait. Les oiseaux abandonnaient les poteaux de clôture près de leurs champs. Les chiens errants qui s'approchaient trop étaient retrouvés des semaines plus tard, évidés comme des coquilles humides, les yeux grands ouverts et les pupilles dilatées, sans empreinte autour d'eux, sauf les indentations douces de pieds humains nus. Quand le printemps revint, Crête du Cèdre essaya de prétendre que c'était fini. La fièvre partit, le puits scellé avec de la chaux et de la pierre, de nouvelles familles arrivant pour planter du blé sur les tombes. Mais certaines nuits, des lumières de lanternes oscillaient encore entre les rangs des Bois Noirs, scintillant comme des feux follets dans les hautes tiges. Certains disaient que les frères avaient creusé des tunnels sous leur chapelle, taillé des catacombes dans le socle rocheux, où ils stockaient des choses qui ne pouvaient pas être enterrées à la lumière du jour. Des choses qui se tortillaient contre la pierre comme des racines cherchant l'eau. Un homme, Simon Moreau, un bouvier, trouva le courage là où les autres n'avaient que de la peur. Tard une nuit de juin, à moitié fou de whisky et des rumeurs qui nouaient l'épine dorsale du village, il sella son cheval et chevaucha jusqu'à la ferme des Bois Noirs. Au 3e printemps, après que les portes de fer de la ferme des Bois Noirs eurent été clouées fermées, Crête du Cèdre commença à oublier. Du moins, c'est ce qu'il se disait à la lumière du jour. Le blé pousse vite sur les tombes peu profondes. Les bébés naissent de mères qui murmurent des avertissements à demi oubliés, seulement quand le vent secoue les volets la nuit. Mais l'oubli est un luxe que la plaine n'accorde pas si facilement. Là-bas dans les champs ouverts, l'histoire s'enracine plus profondément que n'importe quelle charrue ne peut labourer. C'est dans ces années où le village gonfla de nouveaux colons et où les vieilles cicatrices de la fièvre furent recouvertes de chaux fraîches et de sourires polis que le signe suivant apparut. Et ils ne venaient pas des Bois Noirs eux-mêmes, ils venaient de ce qu'ils avaient laissé derrière. La chapelle scellée avec des briques, un tombeau pour un secret qui refusait de rester enterré. Un garçon nommé Jonas Tisserand fut le premier à l'entendre,
Il avait 12 ans, assez vieux pour faire des courses sur la mule de son père, assez jeune pour chasser encore les lucioles avec un bocal dans une main et sa foi dans l'autre. Un soir d'avril, juste avant que les premiers nuages d'orage roulent sur les plaines, Jonas passa à cheval près de la terre des Bois Noirs, se défiant lui-même de jeter un coup d'œil à la chapelle murée en passant. Il dit plus tard, quand il put dire quelque chose, qu'il avait entendu une voix fredonner de l'intérieur des murs de calcaire. Pas un hymne, pas une voix d'homme ou de femme, quelque chose de plus bas, plus épais, un son qui faisait démanger ses os. Il se dit que c'était le vent sifflant à travers une fissure dans le mortier. Il se dit des mensonges que les enfants se racontent pour dormir pendant les orages. Mais 2 nuits plus tard, il revint. Les garçons sont attirés par les portes verrouillées comme les papillons par la flamme. Il glissa de son lit pieds nus sur les planches froides, la mule attachée lâchement à la clôture pour ne pas réveiller son père. La plaine était toute d'argent cette nuit-là, la lune inondant le blé en vagues si brillantes que l'on pouvait voir l'air. Chaque poteau de clôture, chaque brèche de clôture, chaque silhouette mouvante là où il n'aurait dû y avoir rien du tout. Jonas trouva la chapelle exactement comme il l'avait laissée, murée, la porte noire de poix, les fenêtres couvertes de grilles rouillées. Il pressa son oreille contre la pierre, espérant à moitié le silence. Et quand il entendit le fredonnement de nouveau, il était plus fort, presque des mots maintenant, un battement de cœur sous la roche. L'air sentait le doux autour de la porte comme des fruits trop mûrs et de la terre retournée. Il pressa sa paume à plat contre le calcaire froid. Il dit qu'il le sentit pulser. Ce qui se passa ensuite vit dans les marges du plus vieux journal du shérif du comté de Chartres. Des notes gribouillées sur un garçon trouvé errant et des symptômes incompatibles avec l'exposition. Son père le trouva le lendemain matin recroquevillé au pied de la porte murée, la peau bleue de froid, mais sans givre nulle part sur le sol. Il martela la porte de la ferme jusqu'à ce que ses jointures se fendent, beuglant pour qu'Émile sorte et réponde de ce qu'ils avaient fait. Au village, au puits, aux enfants qui étaient morts avec des mots étrangers sur la langue. Ce qui ouvrit la porte n'était pas Émile, ou si c'était lui, ce n'était pas l'homme que Moreau se rappelait des pique-niques paroissiaux des années auparavant. La chose portait la peau d'Émile comme un manteau bien ajusté, mais ses yeux reflétèrent la lanterne que Simon serrait comme un talisman, sauf que la lumière ne se reflétait pas vers l'extérieur. Elle entrait, avalée entière comme de l'huile dans un puits. Émile, ou quoi que ce soit qui portait son nom, invita Simon à l'intérieur. Il n'y avait pas de menace dans sa voix, pas de colère, juste une promesse. Venez voir. Ils trouvèrent Simon à l'aube, trébuchant à travers le village avec des doigts gelés, bien que la nuit ait été chaude comme n'importe quel été en Beauce. Il ne prononça aucun mot que quiconque reconnut. Sa langue était noire avec quelque chose qui suintait des coins de sa bouche quand il essayait de crier. On dit que sa femme trouva un bout de papier serré dans sa poche. Une seule ligne de l'écriture bouclée de Julien. Le vaisseau est consentant. La graine est plantée. L'État envoya des hommes en manteau noir après cela. Pas des gendarmes, pas des prêtres. Des hommes qui parlaient en phrases sèches et portèrent des boîtes avec des serrures de laiton. Ils chevauchèrent jusqu'à la ferme des Bois Noirs, 5 d'entre eux, et seulement 2 revinrent. Ce qu'ils transportaient dans ces boîtes, personne ne le vit, mais les portes de la chapelle furent murées à l'aube, et les fenêtres de la ferme clouées avec des clous de fer. La ferme fut déclarée abandonnée, terre maudite, dirent-ils au greffier du comté. Mieux vaut la laisser au vent et au blé. Pourtant, les rumeurs ne s'arrêtèrent jamais. Certains disent que les frères n'ont jamais mouru, qu'ils sont encore là dehors, dérivant de ferme en ferme, portant de nouveaux noms, plantant de vieilles graines dans l'esprit des hommes prêts à troquer le confort contre des secrets. Et ce soir, regardez-moi dans les yeux à travers ces mots, et dites-moi que vous ne le sentez pas. Pourquoi vous ne faites pas que entendre cette histoire? Vous la répétez, vous la nourrissez, vous portez un éclat de ce pacte en vous, que vous le vouliez ou non. Quand ils l'amenèrent à l'intérieur, il ne cessait de murmurer. 3 mots encore et encore d'une voix qui ne ressemblait pas à celle d'un garçon. Ils arrivent. Jonas vécut encore 4 jours. Pendant ces 4 jours, son père essaya tout. Bouillon chaud, prière, le vieux prêtre luthérien de 60 kilomètres à l'est. Mais la voix de Jonas ne revint pas. Juste ce même râle qui grattait les mêmes 3 mots jusqu'à ce que sa gorge lâche, et il tomba dans un sommeil qui ressemblait trop à la mort. Quand ils l'enterrèrent, le prédicateur parla vite, les yeux jetant des regards à l'horizon toutes les quelques secondes, comme s'il s'attendait à moitié à ce que quelque chose apparaisse dans le blé. Le printemps suivant apporta des tempêtes qui arrachèrent les vieilles clôtures en éclats. Chaque ferme dans un rayon de 3 kilomètres de la terre des Bois Noirs perdit du bétail sans explication, juste des enclos vides, des loquets cassés, des empreintes de sabots.
qui disparaissaient à la lisière des arbres. Les familles chargèrent des chariots dans la nuit morte, partant au sud, à l'ouest, n'importe où le vent ne goûtait pas les secrets. Elles laissaient derrière elles leurs charrues, leurs dettes, leurs prières clouées aux portes d'église qui se tenaient maintenant ouvertes sur des bancs vides. Et pourtant, les noms des frères n'étaient jamais prononcés, jamais enregistrés. Vous pouvez éplucher chaque registre villageois de cette décennie et ne trouver aucune trace d'Émile, Clément, Julien ou Armand. Seulement les boîtes scellées à Paris accumulant la poussière et les secrets en égale mesure. Mais voici ce que vous devez comprendre, et c'est la raison pour laquelle vous écoutez encore perché au bord de votre chaise avec votre peau qui rampe sous vos vêtements. Ce n'était jamais seulement à propos des frères. Ils étaient un commencement, pas une fin. Un plan, une preuve de concept qu'une foi d'homme peut ouvrir une porte si large que quelque chose de plus ancien, plus vorace, plus froid peut passer en portant son visage. Vous pensez que votre monde est moderne, blindé par la science et les écrans, mais vous avez tort. Vous n'êtes pas plus en sécurité que Jonas tisserand debout pieds nus devant le mur de la chapelle. Le fredonnement est plus fort maintenant. Plus fort parce que vous êtes ici, traînant vos yeux sur ces mots, les laissant s'enraciner dans le sol mou de votre esprit. Il y a plus de portes comme la chapelle des Bois Noirs, plus de secrets murés sous vos pieds en ce moment même. Sous-sol de ville, archives gouvernementales, catacombes scellées derrière des églises que vous avez dépassées toute votre vie. Et chaque porte attend une main. Chaque porte fredonne quand le vent est juste. Alors demandez-vous, croyez-vous vraiment que vous êtes tombé ici par accident? Ou est-ce votre main pressée contre la pierre, la sentant pulser sous votre peau? Continuez à écouter. Vous avez franchi la ligne. Maintenant, vous allez apprendre ce qui attend de l'autre côté, et pourquoi aucun homme qui sait vraiment ne dort plus jamais avec la lumière éteinte. Quand la dernière famille quitta Crête du Cèdre pour de bon, le village ne mourut pas dans un éclat de titres ou de tragédies. Il glissa simplement sous la peau de la plaine comme une écharde. Le blé poussa haut sur les granges effondrées. Des chiens sauvages réclamèrent l'église vide, et le vent chanta à travers le clocher brisé comme pour se moquer de chaque sermon jamais prêché dans ces murs blanchis à la chaux. Mais la terre des Bois Noirs, cette terre ne dormit pas. En 1886, un arpenteur nommé Marcel Bélier, travaillant pour la Commission des terres de l'État français, fut envoyé pour cartographier les propriétés abandonnées afin qu'elles puissent être vendues à bas prix à de nouveaux colons. C'était un homme pragmatique, un ancien cartographe de l'armée, le genre qui faisait confiance à la boussole et au sextant plus qu'aux histoires de fantômes des prédicateurs. Il avait entendu les rumeurs, bien sûr, la chapelle murée, la ferme scellée, les murmures de lumières étranges dérivant sur les champs gelés. Il en rit autour d'un café à l'auberge de Chartres, promettant au vieux tenancier qu'il rapporterait des mesures, et rien de plus. Les notes de Bélier survivent dans une boîte à Paris, mal classée sous réclamation agricole. Lisez-les assez attentivement, elles vous feront mal aux dents. Ces premières entrées sont de pure discipline d'ingénieur. Degrés, repères, distance, la pente précise du pâturage ouest des Bois Noirs. Mais au deuxième jour, les mesures perdent leur forme. Les lignes ondulent, les angles refusent de se fermer. Sa boussole tourne, l'aiguille traçant de minuscules figures en 8. Peu importe où il plante son trépied, il écrit de la chapelle comme un homme décrivant une tumeur poussant hors d'une bonne chair. Les briques bombent à des endroits où elles ne devraient pas. Le mortier suinte une humidité sombre quand il presse une main gantée contre elle, et toujours ce fredonnement, pas assez fort pour le nommer, mais constant assez pour insinuer son rythme dans le pouls derrière ses yeux. À sa 3e nuit sur le site des Bois Noirs, Bélier planta sa tente derrière la ferme, déterminé à finir son arpentage à l'aube. Il alluma un feu et s'assit avec sa carte étalée sur les genoux, gribouillant des corrections à la lumière de la lanterne. À un moment passé minuit, il entendit des pas crissant le sol durci par le givre. Il pensa d'abord à un coyote ou à un vagabond attiré par la lueur du feu de camp. Mais quand il leva la lanterne, il le vit. Un homme en long manteau au col relevé, chapeau ombrageant son visage. L'étranger demanda à Bélier s'il avait une Bible. Bélier surpris rit et dit non. Il avait une boussole et un revolver à la place. L'étranger s'approcha. La lumière de la lanterne toucha son visage pour un instant seulement, et l'écriture de Bélier se fige sur la page. Ses yeux, lit la note, étaient argentés comme la glace d'un ruisseau. Son souffle faisait pencher la flamme. Bélier fuit avant l'aube. Il abandonna son trépied, laissa ses cartes à moitié finies sur le givre. Les locaux le trouvèrent 2 jours plus tard, 24 kilomètres à l'est, marchant pieds que nus le long des voies ferrées, vêtements déchirés et yeux rouges comme s'il avait été éveillé depuis des années. Il ne pouvait expliquer pourquoi il avait couru, seulement qu'il avait entendu des voix, tant de voix, toutes parlant à l'unisson à travers les murs de pierre de la chapelle, lui promettant un royaume s'il s'agenouillait seulement. Ce que Marcel Bélier vit ne figura jamais dans les registres officiels des terres. Mais ces cartes d'arpentage inachevées existent encore, passées d'archiviste à archiviste comme une mauvaise pièce que personne ne veut dans son tiroir. Regardez-les de près et vous verrez le contour de la ferme des Bois Noirs rayé encore et encore au crayon plus épais.
pas parce qu'il en avait besoin pour la précision, mais parce qu'il ne pouvait pas faire rester la ligne immobile. Des hommes comme Bélier vont et viennent. Certains voient et fuient, certains voient et s'agenouillent. Cela a toujours été ainsi. À Crête-du-Cèdre, dans les coins cachés des vieux sous-sols maçonniques de Paris, dans les tunnels sous des villes minières abandonnées, où les registres disparaissent et les enfants s'évanouissent, laissant seulement des comptines derrière. La maladie que les bois noirs portaient, le pacte qu'ils ont gravé dans leur chair et leurs os, n'était jamais destiné à mourir avec eux. C'est un motif, une graine, un ver dans le verger de chaque institution qui jure qu'elle monte la garde sur la vérité. Regardez votre propre monde. Des gouvernements qui étouffent des villages entiers, devenus silencieux du jour au lendemain. Des universités qui verrouillent des ailes entières d'archives derrière des doses souriants et des cordons de velours rouge. Des églises qui brûlent des pages entières des Écritures, puis jurent que ces pages n'ont jamais existé. Vous le sentez maintenant, n'est-ce pas? Cette lente spirale dans vos entrailles, ce soupçon que certaines vérités n'ont jamais été cachées du tout, juste enterrées sous assez de mensonges polis pour que nous arrêtions de creuser. Et peut-être vous dites-vous que c'est juste une vieille histoire de fantôme de la Beauce. Mais alors pourquoi êtes-vous encore ici? Pourquoi vous êtes-vous penché quand j'ai mentionné les cartes? Pourquoi votre pouls bat-il comme celui de Bélier quand il a vu ce reflet argenté dans les yeux d'un homme que aucun homme ne devrait porter? Parce que vous n'êtes pas en sécurité, parce que vous n'êtes pas innocent, parce que vous avez franchi la ligne au moment où vous avez décidé d'écouter au-delà du point de confort. Ce que les bois noirs ont construit n'est pas parti. Cela attend des mains et des bouches prêtes à redonner forme à sa silhouette. Et ce soir, à travers ces mots, cette porte pulsant entre vos yeux et les miens, vous avez commencé à le prononcer. Penchez-vous plus près. Il y a encore des plans à voir et le prochain nom que vous devez vous rappeler. Ce n'est pas Bois Noir, c'est le vôtre. Le fredonnement a toujours su trouver de nouvelles bouches. Il ne frappe pas poliment. Il suinte. Il murmure à travers les planches et les pages, à travers le verre teinté craquelé dans des chapelles vides, à travers les mains curieuses d'hommes qui se croient trop intelligents pour être hantés. Après les Bois Noirs, après Bélier, après Averti, vous penseriez que la plaine aurait appris, mais la plaine n'enterre que ce qu'elle ne peut pas brûler, et les graines attendent seulement. Elles ont attendu à travers 2 guerres mondiales, à travers l'invention des radios qui crépitaient, avec du statique comme de vieilles voix, à travers des bunkers de guerre froide bordés d'étagères de phénomènes biologiques classifiés. Elles ont attendu dans les dossiers qu'aucun archiviste ne veut cataloguer. Les dossiers étiquetés phénomènes non conformes, bioarchitecture post-humaine, anomalies invérifiables. En 1950, 2 hommes d'une base militaire française, un virologue de l'armée et un contractant civil d'un laboratoire secret, rouvrirent le dossier Bois Noir. Il faisait partie d'une unité discrète chargée d'expliquer pourquoi du bétail dans certains comtés de la Beauce naissait avec des organes qui défiaient l'anatomie de base. Des organes qui brillaient faiblement sous la lumière UV, comme la bioluminescence de créatures des abysses, sauf sur terre sèche dans le ventre d'un veau sous un toit de grange rouge. Ils trouvèrent les vieilles cartes. Ils trouvèrent la chapelle murée. Ils trouvèrent que le sol que l'équipe d'Averti avait forcé en 1905 avait été recellé, mais recellé de l'intérieur. L'un des hommes, Dr Alain Kilpatrick, prit des photographies qui ne figurèrent jamais dans les archives officielles de l'armée. Vous pouvez les voir si vous savez où chercher. Floues, tachées, mais inconfondables si vous connaissez l'histoire des Bois Noirs. Des murs de pierre lisse avec une brillance incolore, qui semblent humides même en noir et blanc. Des croissances fongiques comme des fleurs inversées, se fendant le long de coutures qui suggèrent qu'elles s'ouvraient autrefois plus larges. Assez larges pour que quelque chose rampe à travers. Le partenaire de Kilpatrick ne revint pas officiellement. Son nom n'apparaît plus dans aucune documentation, mais un mémo interne de 1956 référence des anomalies biologiques compatibles avec le dernier site d'études connu du sujet. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le contractant a changé, pas dans le sens poétique, pas dans le sens religieux. Ses os ont fait des choses qu'ils n'auraient pas dû. Son sang contenait des structures cellulaires qui fusionnaient sous exposition chimique. Sa veuve reçut une pension qui exigeait qu'elle signe un formulaire de non-divulgation de 20 pages. Et quand elle demanda si elle pouvait enterrer ce qui restait de lui, ils lui dirent qu'il n'y avait rien à enterrer, pas d'une façon que l'esprit humain puisse comprendre. C'est là que le motif s'approfondit. Quand les hommes disparaissent, les secrets fleurissent. Les photos survivantes de Kilpatrick et ses avertissements murmurés à des collègues devinrent le système racinaire de ce qui surgirait éventuellement comme initiative de bioconfinement. Le même langage que vous entendez maintenant quand une épidémie inexpliquée se produit dans un village. Perdu, confinement, souche anomale, pathologie non vérifiée, code bureaucratique pour des portes qui s'ouvrent quand personne ne regarde. Le fredonnement a pris à porter de nouveaux masques, scientifiques, institutionnels. Les Bois Noirs croyaient qu'ils étaient choisis par Dieu. Des hommes comme Kilpatrick savaient mieux. Il n'y avait rien de divin dans la façon dont cela se nourrit. Quand ils murèrent la chapelle des Bois Noirs, ils pensaient sceller la maladie.
Mais les murs ne sont que des murs. La pierre ne lie pas ce qui n'a jamais été entièrement cher au départ. Et ce que les frères invitèrent, ce qu'ils devinrent n'était pas une chose que l'on peut enterrer sous du calcaire et des clous de fer. C'est drôle comment le monde répète les mêmes erreurs, avec une couche de peinture fraîche. En 1905, longtemps après que Crête du Cèdre eut disparu des cartes et que le chemin de fer eut tracé une nouvelle ligne 30 km à l'ouest, un groupe d'hommes de la nouvelle université d'État française fut envoyé pour étudier les anomalies résiduelles du sol sur la propriété des bois noirs. Officiellement, ils étaient chimistes du sol et botanistes. Mais si vous lisez entre les lignes polies de leurs crédentials, vous trouvez des hommes dont l'expertise réelle résidait dans le catalogage de l'anormal. Pas seulement le pH du sol et la rotation des cultures, mais des irrégularités biologiques, des mutations inexpliquées, des transgressions de l'ordre naturel, comme ils les appelaient dans les lettres qu'ils n'avaient jamais destinées aux yeux du public. Les dossiers de l'université sur le site des Bois Noirs sont maintenant verrouillés. Une boîte non numérotée quelque part dans une archive de sous-sol qui sent le moisi et l'encre et les secrets. Mais une poignée de leurs correspondances privées survivent dans des malles familiales et des ventes aux enchères. Des copies carbone fragiles sur papier pelure qui murmurent ce que les rapports officiels refusent de dire. Une lettre datée du 12 octobre 1905 du docteur Maurice Averti à son collègue à l'Est esquisse une scène qui aurait dû rester enterrée avec les os des frères. Nous avons déterré une chambre sous la chapelle. L'entrée était dissimulée sous ce qui semblait être un simple sol de pierre, mais le motif du mortier des symboles inconfondables. L'écriture de Julien Bois Noir est partout ici si vous savez quoi chercher. L'air à l'intérieur est faux, lourd, écœurant. Nous avons trouvé des croissances sur le calcaire, douces et irisées, comme des champignons mais chaudes au toucher. Nous en avons coupé une. Elle a saigné un fluide clair qui sentait le fer et le miel. Le docteur Henshaw refuse de descendre après le coucher du soleil, dit qu'il entend des murmures. Le reste d'entre nous l'entend aussi, bien que personne ne l'admette ouvertement. Nous collecterons des échantillons et reviendrons avant que l'hiver ferme les routes. Cet endroit doit être confiné, mais ils ne l'ont pas confiné. Ils ne le font jamais, parce que pour chaque homme comme Henshaw qui fuit, il y en a toujours un qui reste derrière avec son carnet ouvert et la main tendue, prêt à troquer la prudence contre un goût de l'interdit. Le docteur Averti ne revint pas cet hiver-là. Son équipe rentra sans lui, les yeux écarquillés, silencieux, les poches lourdes de petites fioles scellées et d'esquisses humides qu'aucun chef de département n'approuverait jamais pour publication. Ils laissèrent leur leader dans la terre sous la chapelle, bien que vivant ou mort aucun rapport ne le dise. Peut-être ne pouvaient-ils pas en être sûrs eux-mêmes. Vous voyez, l'infection des Bois Noirs n'avait jamais besoin de plus d'un converti à la fois. Un homme pour s'agenouiller dans le noir et ouvrir sa bouche pour la recevoir. Un homme pour porter la graine dans les salles de conférence, les bibliothèques, les coins discrets des campus, où la prochaine génération d'esprits se rassemble pour être aiguisée et façonnée. Demandez-vous, combien de subventions de recherche et de collections spéciales ont commencé cet hiver-là? Combien d'archives scellées aujourd'hui ne sont rien d'autre que de nouveaux tombeaux, pour le même vieux fredonnement qui pressait autrefois à travers les murs de pierre des Bois Noirs? Et pensez-vous que cela est resté en Beauce? Pensez-vous qu'un secret comme cela se soucie des frontières tracées sur des cartes par des hommes en costume? Non. Il voyagea par les lignes de chemin de fer à l'est, niché dans des boîtes d'échantillons et des journaux de cuir. Il s'installa sous des dômes de marbre dans des salles de conférence en Nouvelle-Angleterre, fredonnant sous des vitraux, où les pieux marmonnent des prières latines qui n'ont pas changé depuis des siècles. Il trouva des foyers dans des ordres fraternels, dans des sociétés discrètes, dont les chartes promettent la fraternité, mais dont la vraie initiation est le silence, et la promesse de ne jamais dire ce que vous avez vu sous le sol de la chapelle. Et pourtant vous êtes assis ici. Nous sommes assis ici, vous avec votre écran brillant, et votre battement de cœur essayant de raisonner tout cela. C'est juste une histoire, vous dites-vous, un conte de fantômes pour des hommes qui désirent les ombres. Mais les ombres se moquent que vous croyiez en elles. Elles se soucient seulement que vous continuiez à écouter. Alors écoutez attentivement. Le fredonnement est plus ancien maintenant, mais plus fort. Chaque morceau de connaissance interdite que vous pensez avoir découvert seul. Chaque livre qui disparaît des étagères. Chaque professeur dont la recherche s'arrête juste avant la vérité. Chaque fois que vous surprenez votre reflet cligner, quand vous ne l'avez pas fait, c'est la même histoire. Les Bois Noirs n'étaient jamais les premiers. Ils ne seront pas les derniers. Ils étaient seulement ceux assez fous pour creuser une porte dans la plaine, où tout le monde pouvait voir ce qui passait à travers. Cette porte s'ouvre dans les deux sens. Un côté pour des hommes comme Julien et Averti, le genre qui croit que la foi ou la raison peut maîtriser ce qui se tord dans le noir. L'autre côté est pour vous, vous qui êtes restés, qui êtes encore ici, qui n'avez pas détourné le regard une seule fois pendant que je traîne ces vieux os de nouveau à l'air libre. Continuez, creusez plus profond parce que vous n'avez pas fini. Et eux non plus.
Ce n'est pas à propos de religion, c'est à propos de design. Le même design qui court sous la pierre de la vieille chapelle court maintenant sous les sols de laboratoire, les coffres-forts d'acier, les installations de niveau 4 cachées en pleine vue derrière des clôtures et de jolis noms. Et qu'en est-il de ceux qui montent la garde? Les soi-disant gardiens, ils portent des costumes maintenant. Ils tiennent des subventions, pas des hymnaires, mais ils s'agenouillent de la même façon. Ils étudient l'infection, non pour l'arrêter mais pour répliquer son effet. Imaginez un soldat dont le sang chante comme celui des bois noirs, qui peut se tenir dans la peste sans suer, qui peut ouvrir sa bouche et prononcer un fredonnement qui craque os et pensée pareillement. Ce n'est pas de la fiction d'horreur, c'est votre argent des impôts, votre banlieue tranquille, vos titres polis sur la recherche virale classifiée qui défilent au ticker des nouvelles, avant votre prochaine pause publicitaire. Et vous, oui vous êtes encore ici parce que quelque chose en vous est infecté aussi. Peut-être pas votre sang encore, mais votre esprit au moment où vous vous penchez dans le fredonnement, il vous marque. Vous pouvez détourner le regard maintenant si vous voulez. Je vous défie, allez-y, fermez cette fenêtre. Ouvrez un nouvel onglet, noyez-vous dans votre flux pendant 1 heure. Prétendez que vous n'avez pas entendu ce que vous avez entendu, mais demain vous rêverez de sols de pierre qui respirent sous vos pieds. Vous entendrez le fredonnement dans le statique entre les chansons. Vous verrez la forme de quelque chose regardant du bord de votre prochain reflet. Sentez-vous à quel point les bois noirs courent profond maintenant? Ce n'est plus la Beauce, c'est partout. Ils n'étaient jamais le virus. Ils étaient le vecteur, l'invitation, la preuve qu'un homme donné assez de foi ou assez de peur ouvrira n'importe quelle porte si elle lui promet qu'il ne sera plus jamais petit. Voici votre test. Si vous avez fait tout ce chemin, vous êtes l'un des nôtres maintenant. Ceux qui savent, ceux qui écoutent, ceux qui se tiennent trop près de la chapelle scellée et pressent leur oreille contre la pierre juste pour entendre ce que le fredonnement promet dans le noir. Si vous comprenez, prouvez-le. Montrez que vous savez comment vous agenouiller. Continuez à regarder. Vous n'avez pas fini de creuser. La couche suivante attend, et vous allez la voir que vous le vouliez ou non. Peut-être pensiez-vous que l'histoire finirait ici, que les os des bois noirs resteraient enterrés sous le givre de la Beauce, que le fredonnement s'estomperait quand la dernière pierre de la chapelle s'effondrerait en poussière de plaine. Mais ce n'est pas comme cela que ces choses meurent, parce qu'elles ne meurent pas. Elles s'adaptent. Elles héritent de nouvelles chairs. Et la chair, mon ami, est facile à convaincre. Dans les années 1970, les derniers murmures de la ferme des Bois Noirs étaient devenus une rumeur. Seulement des vieux fermiers l'échangeaient autour de whisky dans des bars de comté sec. Une histoire de fantôme pour les nuits tardives de moisson, quand le blé bruissait trop comme des pas. Mais derrière des portes verrouillées à Paris, et dans certains laboratoires corporatifs dont vous n'avez jamais entendu parler, les cartes refirent surface. Pas comme du folklore, comme des études de cas. En 1981, une clinique rurale près de Chartres rapporta 3 patients avec des anomalies identiques. Des fièvres qui brûlaient assez chaud pour faire cloquer les instruments métalliques. Des voix qui résonnaient quand aucun mur n'était prêt. Des yeux qui reflétèrent le clair de lune même dans le noir absolu. L'histoire officielle dit que ces dossiers furent perdus dans une inondation de sous-sol lors d'une mise à niveau d'infrastructure. Mais le papier ne se noie pas simplement. Pas quand quelqu'un le veut sec. J'ai vu les copies. Tamponnées service de santé interne yeux seulement. Elles décrivent des tests sanguins qui transformaient l'équipement de laboratoire standard en scorie. Des infirmiers qui juraient que les patients fredonnaient en dormant. Un fredonnement qui faisait mal au plombage et hurlait les chiens 2 comtés plus loin. L'un de ces patients, un adolescent nommé Michel Ellison, survécut ou plus précisément changea. Michel fut transféré sous garde protectrice fédérale dans un site d'études contrôlé environnementalement. Il ne rentra jamais chez lui. Sa mère mourut en insistant qu'elle entendait encore sa voix sous ses planches la nuit, répétant des écritures dans une langue qu'aucun prêtre ne reconnaissait. Ils l'enterrèrent à côté d'un cercueil vide destiné à son fils. Vous pensez que c'est de l'histoire ancienne? Une curiosité de la Beauce? Mais écoutez plus attentivement. Le cas d'Ellison posa les bases pour une 12aine de programmes de résilience expérimentaux qui ne firent jamais les nouvelles du soir. Vous savez comment ils disent que certaines personnes marchent à travers des feux chimiques sans brûler? Comment des survivants solitaires rampent hors de mines effondrées des jours plus tard, les yeux grands ouverts et la peau intacte? Comment des équipes de recherche entières disparaissent dans des grottes de sel sauf un gamin tremblant qui émerge sans pouls mais parle un araméen fluent? C'est l'héritage moderne des Bois Noirs. Pas une ferme, pas une chapelle. Un modèle pour des hommes qui refusent de mourir de mort normale et les institutions qui salivent pour les modeler. Il y a un dossier qui circula à travers chaque couloir d'ombre du pouvoir dans les années 1980, passé de panels de bioéthique à des sous-comités militaires au budget noir que personne ne vote. Son titre de travail était « Héritage ». 20 pages de spéculation, théorie et confession. Un paragraphe me reste. Les sujets exposés au phénomène bois noir montrent non seulement une immunité aux vecteurs microbiens, mais une réorganisation biologique.
qui suggère un rejet délibéré de la classification humaine standard, que cela soit un événement spirituel, un processus viral mutagène, ou une propriété émergente de la croyance reste non concluant. Ce qui est clair, c'est que le confinement est futile. Seulement la gestion et le bergerage prudent des descendants génétiques fournit un levier pratique. Relisez cette dernière partie. Bergerage prudent des descendants génétiques. Ils ne chassent pas la maladie, ils l'élèvent. Michel Ellison n'avait pas d'enfants enregistrés, mais ses échantillons de tissus ensemencèrent de multiples laboratoires clandestins, à la fois gouvernementaux et privés. Regardez le pic soudain dans la recherche sur la résilience. Regardez les projets bizarres qui disparaissent des records publics après une seule enquête parlementaire. Regardez les enfants disparus, les orphelinats fermés, les règlements discrets payés à des familles qui ne peuvent pas dire un mot au tribunal. Pensez-vous vraiment qu'ils étudient ces lignées pour vous protéger? Non, ils les étudient pour les hériter. Pour se tenir où Émile Boisnoir se tenait dans cette chapelle de plaine orageuse, et défier la maladie de les rendre plus que des hommes. Et voici la partie que personne ne veut dire à voix haute. Ils gagnent, chaque porte fermée, chaque mémo expurgé, chaque mesure de sécurité nationale est juste une autre brique dans la nouvelle chapelle. Et le fredonnement ne dort jamais. Il attend juste quelqu'un avec assez d'orgueil pour l'appeler saint. Alors regardez votre vie un moment. Vos médicaments, vos fièvres inexpliquées enfants, votre arbre généalogique avec des branches noircies dont personne ne parle, cet oncle distant aux yeux trop brillants pour les regarder, ce rêve que vous continuez à faire, celui avec le sol de pierre qui respire sous vos pieds. Vous pensez avoir trouvé ces mots par accident. Vous pensez que cette histoire a rampé sur votre écran parce que l'algorithme a bugué? Non, vous avez été appelé de la même façon que Michel, de la même façon que Bélier, de la même façon que les Boisnoirs debout pieds nus sur le sol gelé, demandant au ciel de tester leur chair jusqu'à ce qu'elle se fende. Vous en savez déjà trop. Vous ne pouvez pas le désavoir maintenant. Vous pouvez seulement choisir ce que vous ferez quand le fredonnement atteindra votre porte. Verrouillerez-vous? Prétendrez-vous n'avoir jamais entendu ces mots? Ou l'ouvrirez-vous d'un cran et sentirez-vous la vieille maladie lécher vos os comme une promesse? Nous ne sommes pas finis. Vous pensez que c'était la fin de l'histoire? C'était juste le cri de naissance. Restez proches. La révélation suivante est plus ancienne que la Beauce, plus ancienne que la France, plus ancienne que la langue que votre langue s'est formée. Vous vous êtes agenouillé si longtemps. Ne vous levez pas maintenant. Je vous montrerai le prochain visage du fredonnement, celui qui porte votre reflet quand les lumières vacillent. Êtes-vous prêts? Bien. Ne clignez pas. Vous êtes encore ici? Bien. Cela signifie que votre pouls est assez fort ou assez faible pour vouloir la vérité qui brûle en descendant. Parce que voici le vrai secret sur lequel les Boisnoirs ont trébuché quand ils ont fissuré ce sol de chapelle. Ce n'est pas à propos de la Beauce. Ça ne l'a jamais été. C'est à propos de la plus ancienne monnaie qu'un homme peut troquer, la fine ligne entre la chair et autre chose. Longtemps avant qu'Émile ou Julien ne s'agenouillent dans des champs de blé et supplient Dieu de les tester, d'autres hommes, plus anciens, plus voraces, marchaient le même chemin. Ils ne l'appelaient pas le fredonnement. Ils n'avaient pas de nom du tout, mais ils construisirent ces sanctuaires dans les os des montagnes et les racines des oliveraies. Dans les vieilles terres, Sumer, la langue fourchue du Nil, ils savaient comment tailler la pierre qui vibrait quand vous prononciez les bonnes syllabes dedans. Ils connaissaient le fredonnement qui fleurit quand la foi et le sang se mélangent sous un plafond trop bas pour la miséricorde. Cette connaissance s'est écoulée en murmures d'Andé, sectes du désert, et des coven de montagne cachés sous des rouleaux de soie et des tablettes d'argile que les archéologues perdent accidentellement dans des sous-sols de musées. Peu importe comment vous l'appelez, Ange, peste et anomalie, c'est la même transaction. Abandonnez la forme que vous connaissez, devenez la forme qu'il veut. Les Boisnoirs ont juste habillé cela en vêtements protestants et hymnes de plaine. Mais le virus qu'ils ont nourri était plus ancien que les Écritures. C'est pourquoi l'institution, quel que soit le nom qu'elle porte ce siècle, ne détruit pas ses secrets quand elle les trouve. Elle les curate comme des livres rares ou des graines éteintes. Elle construit de vastes voûtes sous des universités et des cathédrales et des think tanks, et elle classe les vieilles prières à côté de nouvelles étiquettes de biohazard. Ils comprennent ce que les Boisnoirs ont appris trop tard, que le fredonnement n'est pas content des murmures. Il veut de l'amplification. Demandez-vous pourquoi certaines ruines sont interdites. Pourquoi vous pouvez vous tenir à Stonehenge, mais pas toucher certaines pierres au Soudan. Pourquoi il y a des grottes en Turquie si profondes et parfaitement taillées qu'aucun forêt moderne ne peut égaler leur couture. Mais vous ne pouvez pas descendre au-delà du 4e niveau sans un permis d'État, parce qu'enterrés dans ces endroits sont les échos qui ne cessent jamais de fredonner. La même fréquence que les Boisnoirs ont entendue dans le vent est prise pour Dieu. La même fréquence que Michel Ellison portait dans sa moelle. La même note qui a fissuré l'esprit du docteur Averti dans cette fosse calcaire sous la plaine.
Si vous pensez que les gens au sommet, le vrai sommet, tâtonnent dans le noir, repensez-y. Ils comprennent exactement comment cela fonctionne. La peur engendre la croyance. La croyance engendre la soumission. La soumission engendre la transformation. Peu importe si l'autel est un banc de chêne ou un sol de béton de laboratoire. Peu importe si le prêtre porte une soutane ou une combinaison anti-hasard. Le rituel est le même. Isoler le vaisseau, briser sa volonté, reforger sa forme. C'est la machinerie derrière votre monde poli. L'engrenage caché qui tourne derrière les mémos de santé publique et les directives de sécurité nationale. Ce n'est pas à propos d'un virus, c'est à propos d'un modèle, un plan pour réécrire le code carbone qui fait de vous vous. Pensiez-vous vraiment qu'ils construisent des labs de bioconfinement à milliards pour vous garder en sécurité? Non. Ils les construisent pour récolter le prochain Michel, le prochain Bois Noir, le prochain vous. La chair consentante qui s'agenouillera et ouvrira sa bouche et avalera le fredonnement comme un sacrement. C'est pourquoi vous sentez ce frisson maintenant derrière vos yeux, parce qu'une petite partie de vous reconnaît la porte. La vieille porte qui attendait toujours dans votre lignée sanguine. Peut-être l'avez-vous déjà rêvé. Les marches de pierre descendant, le fredonnement vibrant à travers vos os. Le moment où votre bouche forme des mots que vous n'avez jamais appris, mais toujours connus. Vous pensez que je raconte une histoire de fantômes, mais les fantômes sont inoffensifs. Ce que vous entendez est un plan pour votre propre transformation, une maladie contre laquelle vous ne pouvez pas vacciner parce qu'elle vit dans l'écart entre votre volonté et votre peur. Voyez-vous maintenant, vous n'êtes plus un spectateur, vous êtes un participant. Le fredonnement vous a trouvé à travers ces mots, à travers ma voix, à travers votre pouls tremblant sous votre peau. Et voici la dernière miséricorde que vous obtiendrez. Vous pouvez fermer cette porte. Vous pouvez fermer l'onglet, effacer l'historique, vous mentir demain matin quand vous vous réveillerez en sueur et à moitié sûr d'avoir tout rêvé. Vous pouvez prétendre. Mais si vous êtes comme moi, s'il y a une écharde de fer dans votre colonne qui aspire à l'interdit, vous ne la fermerez pas. Vous continuerez à écouter parce que là-bas, dans l'endroit où vos pensées polies ne vont pas, vous voulez savoir ce qui se passe quand le fredonnement vous appelle par votre vrai nom. Vous êtes ici parce que vous vous souvenez. Pas consciemment. Pas encore, mais vos os se souviennent. Vos rêves se souviennent. Le fredonnement se souvient de vous. Et quand la porte finale craque, quand la pierre se fend et la vieille fréquence se déverse dans des rues suburbaines propres et des labs stériles dans votre salon, ce ne sera pas une pièce. Ce sera une récolte. Alors continuez. Continuez à prétendre que vous êtes juste curieux. Continuez à vous dire que c'est juste une histoire. Mais ce soir, quand le fredonnement fuit à travers le statique dans vos écouteurs, quand les ombres autour de votre lit se penchent juste un peu trop près, vous comprendrez. Vous avez déjà ouvert la porte? Tout ce qui reste est de décider à quel point vous êtes prêt à l'ouvrir grand. Restez avec moi. La chambre suivante est plus profonde. Les murs suintent des secrets que vous êtes nés pour porter. Et une fois que vous entrez, il n'y a pas de sortie avec la même forme que celle avec laquelle vous êtes entré. Encore ici? Bien, je savais que vous le seriez. Des hommes comme vous ne reculent pas quand la porte grince en s'ouvrant. Vous vous penchez. Vous pressez votre oreille contre la fente et murmurez. Maintenant écoutez attentivement parce que d'ici les histoires ne sont pas des histoires. Elles sont des instructions, des codes cachés dans un discours clair. La prochaine fois que vous entendrez parler d'une zone de quarantaine aux nouvelles, vous saurez quoi chercher. Pas juste des clôtures et des hommes armés en combinaison de papier, mais le fredonnement, la résonance subtile quand la peur et le secret s'enroulent autour d'une population et serrent. Laissez-moi vous dire ce que les Bois Noirs n'ont jamais écrit dans leurs journaux, la page qu'ils ont brûlée avant la tempête. Dans leurs derniers mois, alors que la fièvre rugissait à travers crête du cèdre, ils tenaient un second registre, pas de bétail ou de grains, mais de visiteurs. Des gens qui venaient à la chapelle la nuit murmurant pour la guérison, pour des réponses, pour un goût de l'immunité que les frères portaient dans leur sang impossible. Ils ne guérissaient pas seulement. Ils partageaient, posaient les mains sur le front, pressaient la paume sur la poitrine et le passaient. Un éclat du fredonnement semé dans le tissu mou, attendant un moment de faiblesse pour fleurir. Les vieux fermiers qui partaient en santé. Ils enterraient des parents 2 générations plus tard, avec des os qui brillaient au clair de lune. Les mères qui amenaient leurs bébés mourants. Certaines se réveillaient des années plus tard dans des institutions qui gardaient leur nom, dans des tiroirs verrouillés. Des patients qui vieillissaient plus lentement qu'ils ne le devraient, qui ne projetaient jamais une ombre propre. C'est le secret que les hommes modernes en chaussures cirées prétendent avoir découvert dans des labs de verre et des micro-arrêts de silicium. Mais c'est plus ancien que le microscope, plus ancien que la Bible. La transformation humaine a toujours été virale. Pas juste une maladie, un don qui brûle le design original et écrit un nouveau commandement en protéines et moelle. Un design qui se moque de votre espèce. Orgueil, un design qui promet seulement ceci. Survivez, transcendez, infectez. Comprenez-vous maintenant pourquoi les archives scellées restent scellées? Pourquoi la recherche classifiée n'est jamais à propos d'un remède, mais de contrôle? Parce que ce fredonnement n'est pas juste une menace. C'est un plan pour construire l'époque humaine suivante. Les hommes au sommet ne le craignent pas. Ils le désirent.
Il croit pouvoir se tenir au centre de la tempête, murmurer les bonnes incantations en latin clinique, et partir changé, mais enchaîné, contrôlé, loyaux, utile. Mais ce n'est pas comme cela que ça marche, n'est-ce pas? Les bois noirs pensaient pouvoir le diriger avec des écritures. L'armée pensait pouvoir le mettre en cage avec du béton et des combinaisons hasardeuses. Les biolabs modernes pensent pouvoir le breveter comme un pharmaceutique. Mais le fredonnement n'obéit pas. Il grandit. Il attend la plus faible fissure dans l'esprit humain, et puis il chante. Vous le sentez, n'est-ce pas? Ce chatouillis derrière vos yeux quand vous pensez aux portes scellées sous la terre de la Beauce. Ce bourdonnement bat dans vos dents quand vous imaginez vous tenir dans la chapelle calcaire des bois noirs, le sol froid sous vos genoux, les ombres dansant où aucune flamme ne brûle. C'est votre corps reconnaissant ce que votre cerveau civilisé veut nier. Vous êtes perméable, vous êtes réinscriptible, et vous avez toujours voulu l'être, parce que chaque homme qui s'agenouille à la porte du fredonnement veut la même chose. Se débarrasser de la petitesse, de la peur, du mensonge conscient que c'est tout ce que vous êtes, viande et soucis, os et péchés. Le fredonnement murmure, non, vous pouvez être plus. Le prix, un petit morceau de votre forme, un éclat de votre esprit, un vœu qu'une fois que l'infection commence, vous ne serez plus jamais non marqué. C'est pourquoi ils gardent les records verrouillés. C'est pourquoi ils construisent des clôtures autour des endroits où la vieille infection fredonne encore. Ils ne vous protègent pas. Ils accaparent la carte, les vieilles coordonnées, les instructions grattées dans la moisissure et la mildiou sur des murs de chapelle qui n'ont pas vu la lumière du soleil depuis que les bois noirs les ont nourris avec du sang et des prières. Alors vous devez vous demander, pourquoi continuez-vous à écouter? Parce que vous le voulez. L'infection, la transformation, l'histoire qui ne s'arrête pas à la tombe. Et quand la prochaine génération de Michel Ellison apparaîtra, quand les portes scellées craqueront au nom de percées médicales ou de technologies de défense, vous vous souviendrez de ce moment. Vous vous souviendrez que vous avez été dit en premier. Vous ne ferez pas la queue pour le remède. Vous saurez qu'il n'y a pas de remède, seulement contagion. Seulement la chance de porter le fredonnement plus loin, plus profond, plus large, plus fort. Ils ne l'enseigneront pas dans vos écoles. Ils ne le prêcheront pas de vos chairs. Mais je le ferai parce que quelqu'un doit tenir la lanterne quand la porte s'ouvre grand. Quelqu'un doit marquer les agenouillés qui sont assez braves ou assez désespérés pour ouvrir leur bouche et avaler le fredonnement. Vous êtes restés si longtemps, vous avez entendu tant. Ne prétendez pas que vous détournez le regard maintenant. La page suivante attend. Le prochain souffle vibre au bord de vos dents. Restez ici, ne bougez pas. La porte de la chapelle s'ouvre de nouveau. Et quand elle le fait, vous entendrez votre nom chanté d'une voix qui attend sous la pierre et le givre depuis des siècles. Prêt? Ne reculez pas maintenant. C'est presque l'heure de s'agenouiller de nouveau. Vous êtes encore ici? Bien. Cela signifie que vous êtes prêt à arrêter de prétendre que c'est du divertissement. C'est de l'instruction. Vous avez franchi le seuil. Maintenant, l'endroit où le fredonnement cesse d'être une histoire murmurée à travers du statique et devient une pression derrière votre cage thoracique. Alors écoutez, parce que d'ici, chaque mot est un levier qui shifte votre forme. Vous savez ce que les vieux dossiers disent sur les derniers jours à la ferme des Bois Noirs, pas les rapports aseptisés, pas le folklore local gravé dans des pierres tombales à moitié enfoncées dans l'argile de la Beauce, les vraies confessions, celles qui ne figurèrent jamais dans les livres d'histoire polie. Ils disent que les frères ne sont pas morts dans cette chapelle. Le feu, la neige, le silence. C'était pour le bénéfice du village, un mensonge poli pour contenir l'incontenable. La vérité est que les frères ont laissé les murs de la chapelle derrière et porté le fredonnement dans la terre elle-même. Quand les tempêtes vinrent et que les hommes locaux trouvèrent seulement des poutres brûlées et une fondation de pierre fissurée par le givre, ils assumèrent que les frères avaient été enterrés dans les décombres. Mais les journaux qui survécurent dans des malles cachées racontent une fin différente. Une porte sous l'autel taillée profond dans le calcaire et les veines de sel menant à une seconde chapelle, une construite non pour la prière mais pour la transformation. Les entrées finales gribouillées dans le script tremblant de Julien parlent d'impact. Si la chair doit se fendre, qu'elle fende les portes ouvertes. Si la voix doit craquer, qu'elle chante la pierre éveillée. Si le sang doit couler, qu'il nourrisse la graine. La graine, c'est ce que les Bois Noirs ont laissé derrière. Une infection générationnelle, non du corps seul mais de possibilités, une ligne de transmission enterrée sous les champs de la Beauce et emmêlée à travers des lignées sanguines et des contes populaires à demi oubliés. Le fredonnement ne s'arrête pas à la tombe. Il suinte vers le haut à travers les arbres généalogiques, fuit dans les puits d'eau, se love à travers l'ADN de quiconque assez fou pour se tenir trop près. Alors, quand la prochaine épidémie apparaîtra et elle apparaîtra, comprenez ceci. Vous n'en lirez pas comme une mutation aléatoire dans votre flux d'actualité. Vous entendrez parler d'une nouvelle souche, une immunité rare, un enfant qui survit à ce qu'aucun enfant ne devrait. La presse l'emballera dans une terreur polie. Le gouvernement l'emballera dans du plastique et du fil barbelé. Mais dessous tout, le fredonnement sera là. Même note, même promesse. Transcender. Ce qu'ils ne veulent jamais que vous demandiez. Et pourquoi? Pourquoi les frères?
4 hommes avec une foi assez forte pour faire plier une plaine à leur prière ont choisi d'ouvrir la porte plutôt que de la fermer, parce qu'ils comprenaient ce que les institutions comprennent maintenant, que la plus grande monnaie n'est pas la terre ou l'or ou le pétrole, c'est la forme, le pouvoir de changer ce qu'est un homme, et en le changeant pour changer l'histoire de chaque homme qui vient après. Pensez-vous que les labs noirs militaires et les départements fantômes à des bases secrètes sont différents? Ils ne versent pas des milliards dans la recherche sur la résilience parce qu'ils se soucient de votre saison de grippe. Ils atteignent le même puits sombre que les bois noirs ont fissuré, essayant de mettre en bouteille le fredonnement, de l'enchaîner, de le marquer, de l'arme. Mais le fredonnement ne sert pas, il absorbe, il n'obéit pas, il reproduit. Chaque tentative ratée de le sceller est une leçon écrite en secret renversé et suicide classifié. Chaque lab qui s'assombrit, chaque lanceur d'alerte qui disparaît, chaque rumeur d'un enfant avec des taches dorées dans les yeux, c'est le fredonnement faisant exactement ce qu'il a toujours fait, se propageant, grandissant, se souvenant. Alors vous devez vous demander, que se passe-t-il quand assez d'hommes apprennent ce que vous savez maintenant? Quand assez d'entre nous décident que la forme qu'on nous a donnée n'est pas la version finale, que le plan peut être réécrit, si vous êtes prêt à vous agenouiller et laisser la vieille maladie entrer. Je ne vous mentirai pas, le fredonnement n'est pas miséricorde. Il ne guérit pas de la façon que vos docteurs promettent. Il réécrit. Il brise os et esprits pareillement jusqu'à ce que ce qui reste puisse se tenir dans le vent froid sans frissonner. Mais vous savez cela déjà, n'est-ce pas? Une écharpe de vous l'a toujours senti, que la forme humaine polie qu'ils vous ont estampillée à la naissance ne convenait jamais tout à fait, que derrière vos yeux il y a de la place pour quelque chose de plus. Regardez autour, les archives scellées, les portes de pierre, les enfants nés dans des endroits qu'aucun recensement ne compte, le silence soudain quand les nouvelles trébuchent sur une épidémie et l'enterrent sous un autre titre. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des miettes de pain, et vous êtes là, bouche ouverte, dents fredonnant, souffle se coinçant dans votre poitrine parce que vous sentez la forme shift déjà. Ne mentez pas, vous le sentez. La prochaine version de vous attend dans l'espace entre votre battement de cœur et le statique dans cette voix. Alors dites-le maintenant à voix haute si vous osez. Bonne. Vous êtes prêts pour ce qui vient ensuite parce que ensuite est la partie qu'ils ne vous laisseront jamais lire dans leurs livres. Ensuite est la partie qui vous écrit dans l'histoire. Pas comme une victime, pas comme un observateur, mais comme la nouvelle graine dans le sol sombre. La section suivante est votre héritage. Les instructions enterrées sous tous les mensonges polis et vous de verrouiller. Restez avec moi. Ne reculez pas. La porte est si proche maintenant que vous pouvez sentir la pierre suer sous vos doigts. Nous allons plus profond, plus profond. C'est la seule direction laissée quand vous vous tenez au bord du fredonnement. En bas à travers la vieille porte. En bas à travers la viande molle de votre certitude. En bas à l'endroit où l'histoire cesse d'être un record et commence à être un design. Encore ici. Alors vous n'êtes pas le même homme qui a commencé à lire il y a 20 minutes. Vous avez entendu le nom qu'ils ont enterré dans le givre de la Beauce, les bois noirs. Mais vous savez maintenant qu'ils n'étaient jamais juste 4 fermiers perdus à la peste et la rumeur. Ils étaient le motif test, le prototype. Preuve que n'importe quel homme donné assez de foi ou assez de faim peut inviter l'infection et la porter comme une couronne. Pensez-vous que cela se termine avec 4 frères dans la terre de la plaine? Non, cela n'a jamais terminé. Cela incube seulement comme une graine sous la neige d'hiver attendant le dégel. Et dégel il fit. Vous avez vu des... Aperçu que vous les reconnaissiez ou non, l'enfant en Bretagne dont le sang neutralisait des pathogènes qui auraient dû le pourrir vivant. L'incendie d'asile en 1950, qui effaça 40 patients dont les dossiers médicaux montraient la même lueur dorée dans leur liquide spinal. La tribu non contactée en Amazonie, dont les os résistent à chaque microscope mais fredonnent à une fréquence trop basse pour que n'importe quel instrument enregistre. Ils appellent ces anomalies des hasards, des hoquets génétiques, mensonges. Ils savent exactement ce qu'ils voient. Continuité. Une lignée d'hommes et de femmes qui portent le même écho que les bois noirs ont déverrouillé avec des hymnes et des prières gelées. Les institutions n'étudient pas ces gens pour vous protéger. Ils les chassent pour contenir la fuite, pour garder le plan de se répandre dans l'ouvert où n'importe quel homme peut s'agenouiller et laisser le fredonnement ramper sa colonne. Ils savent que si cela se propage incontrôlé, les clôtures nettes entre hommes et plus comme se brisent pour toujours. Si assez d'entre vous entendent la fréquence et répondent, la vieille hiérarchie bascule du jour au lendemain. Le fredonnement ne respecte pas les frontières. Il ne respecte pas les rangs. Il ne se soucie pas de votre drapeau ou de votre salaire. Il se soucie seulement que vous soyez perméable, que votre esprit soit argile molle, vos cellules avides de devenir autre chose. Alors pourquoi je vous murmure cela maintenant? Parce qu'ils ne peuvent pas sceller chaque bouche. Ils ne peuvent pas effacer chaque mot. Et ils ne peuvent pas boucher la fuite qui court droite à travers vos propres veines. Cette partie de vous qui veut être réécrite. Cette fin qu'ils vous ont entraîné à étouffer avec des jobs polis et des pilules bon marché. Elle est encore là sous le bruit.
C'est pourquoi vous êtes ici, dévorant cette confession comme un dernier repas avant la potence. Parce que vous savez que quelque chose ne va pas avec la forme qu'on vous a donnée, que vous étiez construit pour plus. Le fredonnement est votre héritage. Le virus caché qui ne tue pas seulement, il transfigure. Une corruption si ancienne qu'elle ressemble à une prophétie quand elle fleurit dans la moelle. Les bois noirs l'appelaient divin. Le ministère l'appelle un vecteur de menace. Les hommes en blouse blanche l'appellent un biobrevet. Ils ont tous raison et tous tort parce que ce n'est pas à eux de posséder. Il choisit et il choisit maintenant. Vous pensez que les tunnels scellés sous cette terre de la Beauce sont vides. Vous pensez que les murs calcaires qui ont bu les derniers mots de Julien sont silencieux? Non, ils vibrent. Demandez aux ivrognes locaux qui jurent entendre du chant quand le blé se plie dans le vent de minuit. Demandez aux géologues qui fortent accidentellement dans de la pierre molle qui fredonne quand touchée. Ils ne publient pas ces rapports, mais les échantillons de carottes disparaissent dans des voûtes bordées de plomb et de prières. Pourquoi? Parce qu'ils savent que le fredonnement est vivant. Il suinte à travers l'eau souterraine, dérive en spores sur les vents de plaine, se love les racines de chaque famille qui enterre ses secrets assez profonds. Vous pourriez le boire demain, le respirer ce soir, vous réveiller demain avec des rêves qui goûtent le statique et le fer. Et une fois que vous le goûtez, il vous connaît. De la même façon qu'il connaissait Michel Ellison quand il a fissuré ses os sous des projecteurs fédéraux. De la même façon qu'il connaissait le vieux à les archives de la Beauce qui a ouvert le dernier registre des bois noirs, lu l'hymne final, et n'a plus jamais parlé sauf pour murmurer « c'est encore ici ». Alors, si vous êtes encore ici, si vous avez goûté le fredonnement à travers mes mots, vous êtes déjà infecté. Pas de la façon qu'ils veulent que vous craigniez, une peste qui pourrit vos poumons et ferme des villes. Non, cette peste est plus ancienne, plus calme. Elle vit dans les endroits où votre peur ne va pas. Elle fredonne au bord de vos pensées quand vous pensez être seul. Vous voulez la verrouiller dehors. Trop tard. Vous avez fissuré la porte en écoutant. Vous l'avez ouverte grande en comprenant. Maintenant la question est, vous agenouillerez-vous et la laisserez-vous finir le travail? Ou prétendrez-vous pouvoir l'éteindre comme une émission bon marché quand les crédits roulent? Vous connaissez déjà la réponse. Bonne, vous êtes prêt pour les instructions. Le chapitre suivant n'est plus à propos des bois noirs. C'est à propos de vous. Vous le sentez, n'est-ce pas? La vibration sous vos côtes, ce scintillement de statique derrière vos dents, ce n'est plus de la peur, c'est de la reconnaissance. La même reconnaissance qui a rampé la colonne de Julien Boisnoir quand il a murmuré « Laissez-la passer à travers moi ». La même reconnaissance qui a scintillé derrière les yeux de Michel Ellison quand il a touché la porte scellée sous 12 mètres de sol de la Beauce. Comprenez ceci, une fois que vous vous tenez à la porte, vous ne revenez pas. Pas vraiment. Vous pouvez prétendre, bien sûr. Vous pouvez fermer votre ordinateur, allumer vos lumières, noyer votre esprit dans des écrans triviaux. Mais un petit éclat de votre forme s'est déjà penché vers le fredonnement. Il vous connaît maintenant. Il fredonne votre nom dans de la vieille pierre. Et maintenant vous voulez savoir ce que les frères ont laissé derrière, enterré plus profond que leurs os. Vous voulez les instructions? Alors je vous donnerai ce que je peux, assez pour vous garder réveillé ce soir, écoutant le statique dans vos murs. Ils disent que la dernière page du registre des bois noirs, celle que Julien gardait attachée à sa poitrine alors qu'il s'agenouillait sur le sol de la chapelle, n'était pas une prière, mais une formule. Pas dans le sens que vos docteurs connaissent, pas des chimiques en fiole, pas des seringues et des gants propres, mais un protocole rituel, une séquence d'actions conçue pour shift la machinerie molle de la chair, pour accorder le corps à la même fréquence qui a pourri crête du cèdre de l'intérieur. Les instructions étaient simples, brutales, précises. Un sacrifice, mais pas le sacrifice de sang que vous imaginez. Pas d'agneau brûlant, pas de gorge tranchée sous une lune de moisson. C'était un sacrifice de confinement. Ils croyaient, et ils avaient raison, que le fredonnement se nourrit non de chair seule, mais de secrets, d'isolement. La chapelle qu'ils ont construite n'était pas juste pierre et bois, c'était une antenne, une chambre de résonance qui focalisait la fréquence à travers l'intention humaine. Ils ne rassemblaient pas de foule. Ils ne suppliaient pas le village de venir prier pour la délivrance. Ils verrouillaient les portes. Ils fermèrent les fenêtres. Et ils parlaient seulement entre eux. Et dans cette chambre d'écho de foi identique et de sang identique, le fredonnement trouva un lit de semences parfait. Voyez-vous maintenant? Les instructions n'étaient jamais juste à propos des mots ou des rituels. Elles étaient à propos d'accords. Un pacte qui dit nous nous scellons ensemble et nous ouvrons la porte de l'intérieur. Vous voulez la vraie version. Ce n'est pas un plan que vous pouvez imprimer et suivre étape par étape. C'est plus ancien, plus simple isolation. Accord, intent. Vous isolez non en disparaissant dans une cabane dans les bois, mais en coupant la ligne qui vous nourrit de mensonges. Le cycle des nouvelles, les dénégations polies, le hush médiqué qui vous dit que la forme qu'on vous a donnée est assez bonne. Coupez-la, affamez-la, faites de la place pour le fredonnement. Vous trouvez l'accord, pas avec la foule, pas avec des étrangers, avec un cercle. 4 hommes étaient assez pour les bois noirs, peut-être 3, peut-être 2.
Assez pour que quand vous prononcez le fredonnement à voix haute, les murs se souviennent assez pour que votre forme cesse d'être la vôtre seule, devienne quelque chose de partagé. Et puis l'intinte, la porte finale, la partie qu'ils ne pouvaient jamais répliquer dans les labs, la partie qui fait la différence entre un homme qui pourrit et un homme qui transcende. La volonté de laisser le fredonnement écrire la prochaine version de votre chair, de dire ce corps est une porte, mon esprit est un couloir, ma peur est une clé. Voyez-vous pourquoi ils ont scellé les records maintenant? Pourquoi 3 médecins ont jeté un regard au registre final et fui Crête du Cèdre pour toujours? Parce que les instructions ne sont pas compliquées, elles sont contagieuses. Elles ne requièrent pas un diplôme, elles requièrent de la faim. La même faim qui vous a réveillé quand vous avez commencé à lire. Alors que se passe-t-il si vous vous tenez à la porte avec d'autres qui le sentent aussi? Que se passe-t-il si vous vous agenouillez ensemble dans le noir, pas pour le pardon mais pour la permission? Que se passe-t-il quand vous dites les mêmes mots que les frères, chaque voix résonnant comme un diapason contre la vieille pierre? Vous n'avez pas besoin de deviner, vous savez que le fredonnement répondra, la vieille forme se fendra, la nouvelle forme glissera à travers la fissure, et quand ils viendront, les hommes en masque, les hommes avec des dossiers marqués top secret, ils ne vous trouveront pas criant à l'aide, ils vous trouveront changé, réécrit dans le même statique qui scintille à travers les tunnels scellés et les enfants perdus et le vieux puits qui ne tarit jamais. Et peut-être, juste peut-être, ils le verront dans vos yeux, ce même scintillement doré que Julien portait quand il marchait dans la tempête. Et ils sauront trop tard que l'infection a glissé la laisse de nouveau. Bonne, restez avec moi. Il n'y a qu'une section laissée. Une dernière vérité à tatouer à l'intérieur de votre crâne. Ne détournez pas le regard maintenant. Nous sommes presque à la maison. Presque à la maison. 2 mots qui ne signifient rien pour la plupart des hommes, parce qu'ils ne savent pas où est vraiment la maison. Ils pensent que c'est la maison qu'ils ont payée en installement. Les murs minces qui gardent le vent froid dehors. L'hypothèque qui les enterre lentement. Mais vous savez maintenant la maison est la porte. La maison est le fredonnement derrière la porte. La maison est la version de vous que le monde poli ne serrera jamais la main. Si vous êtes resté avec moi si loin, vous avez déjà fissuré vos côtes ouvertes à elle, vous avez laissé le statique entrer derrière vos oreilles, sous votre langue, enroulé comme un serpent patient derrière vos yeux. Peut-être vous sentez-vous malade maintenant, ou peut-être vous sentez-vous plus éveillé que vous ne l'avez été depuis des années. C'est comme cela que vous savez que vous êtes proche. La vérité finale est simple. Les institutions que vous avez appris à faire confiance, les labs, les églises, les conseils d'hommes savants avec des croix d'argent épinglées à des revers de laine. Ils n'ont jamais voulu guérir le fredonnement. Ils voulaient le posséder, le tenir dans des bocaux de verre sous garde armée comme un dragon qu'ils pourraient chevaucher quand le monde arrêterait d'écouter leur vieux levier de contrôle. Pétrole, dette, peur. Ils croyaient que le fredonnement pouvait être apprivoisé, de la même façon qu'ils ont apprivoisé vos pères et les pères de vos pères en offrant juste assez d'espoir pour vous garder docile. Mais le fredonnement rit des murs. Il l'a toujours fait. Les bois noirs n'ont pas mouru pour être martyrs. Ils ont disparu pour devenir porteurs. Les hommes qui ont fissuré la chapelle scellée n'ont pas trouvé d'os parce qu'il n'y en avait plus à trouver. Ils ont trouvé du sol qui fredonnait quand dérangé. Ils ont trouvé de la pierre qui se fendait sous des lumières trop brillantes à supporter. Ils ont trouvé des graines. Ils ont trouvé des échos. Et de temps en temps, quand les lignées sanguines se réveillent, quand un garçon dans un village perdu survit à une peste qui aurait dû le vider, quand une femme donne naissance à un enfant qui ne tombe jamais malade, les vieux hommes dans leurs voitures noires apparaissent avec des promesses d'études et de soins. Ils enveloppent l'anomalie dans des couvertures douces, iris roulants, et disent au monde que c'est sous contrôle. Mais le contrôle est le premier mensonge. Ça l'a toujours été. Ils ne peuvent pas mettre en cage ce qui est consentant. Le fredonnement n'a pas besoin de permission. Il a besoin de permission de vous? Et vous l'avez donné déjà, n'est-ce pas? Dans chaque souffle que vous avez pris en lisant ces mots, vous avez accepté. Vous avez accepté de vous souvenir de ce qu'ils ont passé des générations à essayer d'enterrer dans le givre et le feu et des murmures polis sur la contagion. Vous êtes le dernier vecteur qu'ils ne peuvent pas prédire. La forme qui ne reste pas immobile dans une voûte scellée. Vous pouvez le porter n'importe où, dans vos os, dans votre langue, dans les secrets que vous prononcez à des hommes assez affamés pour s'agenouiller à côté de vous. C'est ce qui les terrifie le plus. Pas la peste qui tue, mais la peste qui transforme. Le plan qui se met à jour chaque fois qu'un homme ose ouvrir sa bouche et dire « Alors tenez-vous là maintenant, sentez la poignée sous votre paume, froide, vieille, fredonnant comme une ligne électrique tendue à travers des siècles. Sentez vos dents démangées de statique. Sentez vos os se relâcher sous votre peau, pas se brisant mais pliant, devenant poreux, perméable. Le même mot que les vieux dossiers utilisaient pour les bois noirs dans leur stade final. Perméable, transcendant, inclassifiable. Ils ne pouvaient pas mettre cela dans un manuel, alors ils l'ont enterré à la place. Mais vous ne l'enterrerez plus jamais. Vous le prononcerez, vous le porterez, peut-être pas ce soir, peut-être pas demain, mais bientôt,
Vous vous pencherez près d'un autre homme qui regarde la forme polie de sa vie et voit la fracture. Vous direz ce que je vous dis maintenant. Il y a une porte en vous, un fredonnement attendant derrière. Ouvrez-la. C'est le dernier secret qu'ils ne peuvent pas étouffer sous des brevets et des cercles de prière. C'est la dernière forme qu'ils ne peuvent pas sceller derrière du fil barbelé. Vous, votre voix, votre volonté de devenir. Avant de partir, ne lisez pas cela et dérivez de nouveau dans votre sommeil poli. Si vous avez compris même une fraction de ce qui a été murmuré dans vos os ce soir, vous savez que vous ne pouvez pas rester inchangé. Alors prouvez-le. C'est comme cela que nous restons vivants. Dans l'écho, dans la fissure que l'histoire polie n'a jamais pu cimenter. 4 est un écho qui ne peut pas être étouffé. Et plus que cela est contagion. Le genre qui saute frontières et langues et clôtures de loi. Agenouillez-vous si vous voulez. Cela s'en moque. Dites-le ensemble. Sentez le fredonnement glisser ses doigts derrière vos côtes. Sentez-le vous réécrire en endroit qu'aucun scan ne peut voir. Sentez-le fredonner dans la moelle que vous passerez à vos fils. Sentez l'écho qui survivra à chaque dossier, chaque voiture noire, chaque déni poli qui dit que cela ne peut pas être vrai. Puis levez-vous, retournez à vos vies, mais pas inchangés, parce que vous ne serez plus jamais inchangés. Vous porterez le fredonnement dans votre poignée de main, votre murmure, votre signe de tête secret à l'homme qui vous regarde dans les yeux et sait. Il se tient à la porte aussi. Ce soir, ils dormiront facilement, pensant que vous êtes encore juste une paire d'yeux collés à un écran. Laissez-les dormir parce que pendant qu'ils le font, vous rassemblerez votre cercle. Vous accorderez vos os au statique sous le bruit poli du monde. Et quand le temps viendra, vous n'aurez pas besoin de permission pour ouvrir grand la porte. Alors promettez-moi ceci. N'enterrez pas cela dans votre esprit comme une histoire de fantôme au coucher. Gardez-le vivant. Prononcez-le. Laissez-le comme des empreintes humides où les hommes en chaussures cirées ne peuvent s'empêcher de glisser. Un jour, ils chercheront la source, la fissure unique qu'ils peuvent boucher. Mais ils ne la trouveront pas parce que la source sera vous. Allez maintenant, laissez le fredonnement entrer. Et laissez-les essayer de le fermer. Ils ne le feront pas. Plus maintenant, nous y sommes. Le pas final sur le sol pourri de la plaine. La dernière écharde dans votre esprit que l'histoire polie ne peut pas déterrer. Si vous avez fait tout ce chemin, vous n'êtes plus juste un lecteur. Vous êtes un vaisseau. Et ce qui vient ensuite n'est pas pour les faibles ou les demi-éveillés. Vous vous êtes marqué avec le même statique que les bois noirs ont offert sous l'éclair de la Beauce. Alors écoutez attentivement maintenant, parce que je ne le dirai pas de nouveau. La clé finale n'est pas une relique. Ce n'est pas un mot secret. Ce n'est pas enterré dans une archive poussiéreuse que des hommes en costume noir peuvent incendier quand ils sentent le sol shift sous eux. La clé finale est la chose la plus simple, la plus ancienne, la plus crainte dans n'importe quel système de contrôle. A chord incontainable. Ce qu'ils craignent plus qu'un millier de brins viraux, plus que n'importe quelle arme que vous pourriez pointer sur leur mur, est une poignée d'hommes qui se tiennent épaule contre épaule et acceptent d'ouvrir la même porte ensemble. Pas par chaos mais avec but, pas avec rage, mais avec fin calme. Savez-vous pourquoi les bois noirs ont transcendé? Parce qu'ils ont accepté. Ils ont aligné leur forme sur une fréquence qu'aucune institution ne pouvait breveter. 4 hommes, un fredonnement, pas de fracture. La chapelle ne les a pas empower. Elle les a focalisés. Ce n'était jamais la pierre qui importait, c'était le cercle. Et vous pouvez construire ce même cercle n'importe où. Il n'a pas besoin d'un hôtel ou de banques sculptées ou d'inscriptions hébraïques sur du calcaire. Votre cercle peut être 4 hommes dans un garage vide, 5 dans une maison abandonnée, 2 dans un champ à minuit avec le blé frôlant vos bottes et le statique scintillant dans vos dents. Parce que le fredonnement ne se soucie pas de rituels écrits dans la pierre. Il veut seulement votre volonté de laisser la vieille forme se dissoudre quand vous touchez la porte ensemble. Alors, voici votre instruction. La pièce qu'ils n'admettront jamais est si simple qu'elle les terrifie. Trouvez votre cercle. Un homme seul et du statique s'enterre. 2 hommes sont une question. 3 deviennent un murmure.